Alors, pour commencer, la douleur, quelques chiffres. La douleur, c'est le premier motif de consultation à l'heure actuelle en France. C'est 20% de la population, un Français sur 5. C'est un vrai enjeu de santé publique. C'est une expérience que vous avez déjà sûrement tous vécue et vous rencontrez au quotidien, j'imagine, des patients qui ont des douleurs. Il s'agit d'un enjeu extrêmement important et nous sommes tous sollicités en tant que professionnels de santé pour agir au niveau de cette problématique. Je vous propose de me présenter dans un premier temps. Moi, je m'appelle Anaëlle, je suis infirmière ressources douleurs et j'ai une mission avec trois axes prioritaires. J'ai un premier axe de formation où j'interviens au niveau de la formation des professionnels de santé. J'interviens également au niveau des formations initiales, donc dans les IFSI, dans les écoles d'ambulanciers. J'interviens aussi dans tout ce qui est formation continue, donc auprès des professionnels qui sont déjà en activité. J'ai également une activité au niveau de la qualité. Du coup, je travaille donc pour le CLUD, le Comité de lutte contre la douleur. Et à ce niveau, du coup, je participe à la mise en œuvre du plan d'action du CLUD. Alors concrètement, des exemples, ça va être de pouvoir accompagner les équipes dans des audits afin d'améliorer la prise en soin de la douleur. Il y a également le réseau des référents douleurs. Donc au CHU de Rennes, nous avons 3 réseaux des référents douleurs, un adulte, un pédiatrique et un obstétrique. Et ça représente plus de 160 professionnels de santé qui sont mobilisés au sein des unités pour mieux traiter la douleur des patients. Et ma dernière mission est une mission de coordination et d'animation d'un programme d'éducation thérapeutique du patient. Il s'agit d'un programme qui s'appelle « Apprivoiser la douleur pour mieux vivre au quotidien ». Et c'est un programme qui s'adresse à des patients qui sont douloureux chroniques. C'est un programme qui est transversal au niveau du CHU. Ça veut dire qu'il s'adresse à tous les patients qui ont des douleurs chroniques et qui peuvent bénéficier de cette démarche. Je me proposais maintenant de vous donner quelques exemples très concrets de comment est-ce que moi je peux travailler du coup en partenariat avec des pharmaciens et avec mes collègues. Le premier exemple que je voulais vous donner, c'est la demande d'avis. Donc j'imagine que vous en avez au quotidien. C'est vrai que moi j'ai toujours été très rassurée de me dire que je pouvais appeler un collègue. Je me revois encore avec des flacons de médicaments à me dire mais ce flacon, combien de temps est-ce que je peux le garder après ouverture, dans combien de temps je dois le jeter, aller sur Lidl, ne pas trouver la réponse et être très heureuse du coup de pouvoir appeler mes collègues pharmaciens qui du coup m'aidaient. Un autre exemple, c'est celui de la formation douleur. Donc au niveau du CHU, nous avons une formation douleur qui dure 3 jours, qui s'adresse aux professionnels de santé déjà en activité. Donc nous pouvons accueillir des sages-femmes, des infirmiers, des aides-soignants, enfin, des manips radio. Et depuis le début d'année, nous avons recruté 4 pharmaciens qui interviennent dans cette formation. Donc ils interviennent sur le J2, qui est une journée qui est réservée aux stratégies antalgiques. Pour nous, c'est vraiment une grande richesse d'avoir des pharmaciens qui interviennent dans la formation, car dans un premier temps, ça permet de répondre à toutes les questions des professionnels de santé, qui sont très spécifiques sur le médicament. Deuxièmement, ça permet également de mieux faire connaître les différentes professions, quelles sont les missions de chacun. C'est-à-dire que si je connais bien mon collègue, si c'est quelqu'un que j'ai vu en formation, je l'appellerai beaucoup plus facilement lorsque j'aurai une difficulté, parce que du coup, je connais la personne. C'est également intéressant pour les pharmaciens, parce que ça leur permet de mieux comprendre quelles sont les problématiques directes du terrain en ayant des interactions avec les professionnels. Et la dernière chose qui est très importante pour nous, c'est que c'est une journée où nous allons parler des stratégies antalgiques médicamenteuses et non médicamenteuses. Et c'est assez puissant en fait d'avoir des pharmaciens, donc des experts du médicament, qui vont aussi se positionner sur l'intérêt des stratégies non médicamenteuses. Donc ce sont vraiment des éléments qui pour nous sont extrêmement forts. Un autre exemple est celui de la qualité, au niveau de la qualité. Donc là, je vous ai donné l'exemple d'une plaquette qui est faite en partenariat donc, avec le COMEDIMS, donc c'est le comité du médicament, avec le CLUD, le comité de lutte contre la douleur. Nous travaillons également avec le réseau des référents douleurs dont je vous ai parlé. Nous travaillons avec des patients partenaires et avec des représentants d'usagers. Alors cette plaquette, elle est née, elle a été impulsée par le COMEDIMS, notamment à la suite de thèses qui ont été réalisées par des internes en pharmacie sur la prescription d'opiacés. Le constat étant qu'il y avait certains services où des patients, pendant l'hospitalisation, n'avaient pas de douleur et pourtant sortaient avec une prescription d'opiacés. La problématique étant que dans le retour à domicile, le médecin généraliste, des fois, n'osait pas modifier la prescription qui avait été faite à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des patients qui, du coup, ont des opiacés au long cours. Donc cette plaquette d'information, elle vient en support d'un entretien thérapeutique, donc d'un accompagnement du patient.
Et dans cette plaquette, du coup, on retrouve des informations sur les différents types d'opiacés, sur des conseils hygiéno-diététiques, les règles d'or, que faire en cas de surdosage. Et c'est un outil qui, du coup, est en train d'être travaillé et que nous avons élaboré avec des patients partenaires de manière à vraiment bien répondre aux besoins des patients, avoir une approche qui soit vraiment adaptée et un vocabulaire qui soit bien intelligible. Le dernier exemple, c'est l'exemple de la co-animation au niveau des séances de TP. Donc je sais que dans la salle, donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui faites déjà de l'ETP auprès de vos patients. Et c'est vrai que nous, au niveau du CHU, nous avons la chance d'avoir une équipe interdisciplinaire pour ce programme. Et dans cette équipe, nous avons un médecin, Géraldine Texier, nous avons une enseignante en activité physique adaptée, Fanny Drouaden, nous avons 2 pharmaciens, Benoît Hu, qui est ici, et nous avons également Élise Renard. Et nous avons 2 patientes partenaires, Béatrice Alain et Justine Baudin, qui du coup travaillent avec nous dans ce programme. La co-animation du coup se fait avec le pharmacien sur la première séance qui s'appelle C'est quoi la douleur? Les stratégies antalgiques. Là encore, c'est extrêmement intéressant pour les patients parce que du coup, ils peuvent poser toutes leurs questions sur les médicaments. Et c'est également une position forte de la part du pharmacien, du coup, de valoriser toutes les stratégies antalgiques non médicamenteuses. Et c'est vrai que pour les patients, très souvent, je crois que dans la douleur, on est un petit peu à la recherche de la baguette magique. C'est-à-dire qu'on est à la recherche du médicament, de la molécule, du truc qui va enfin nous soulager. Et avoir du coup des pharmaciens experts du médicament qui valorisent une prise en soin globale, holistique, avec des stratégies non médicamenteuses, c'est extrêmement puissant. Là, j'aurais besoin de 6 volontaires, donc comme nous disions tout à l'heure, 6 personnes qui seraient d'accord pour participer à un échange, pour répondre à des questions. Alors, je reconnais des personnes que j'ai vues hier soir qui étaient très motivées pour participer, mais si d'autres personnes ont envie de venir, vous êtes les bienvenus. Allez-y, venez, super. Du coup, vous pouvez vous installer devant, là, sur le premier rang, vous serez confortable. Alors nous avons 4 personnes qui se sont levées. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient envie de venir? Il nous reste encore une place. Il y a une personne qui a très envie de participer. Merci beaucoup. Alors du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une action avec les pharmaciens sur les formations, au niveau de la qualité. Il y en a également au niveau du programme de TP. Et au CHU de Rennes, il y a une chose que l'on développe beaucoup, c'est ce qu'on appelle les 4 composantes de la douleur. Donc c'est ce que je me propose de travailler avec vous ce matin. Alors déjà, je voudrais demander les prénoms des participants, si vous êtes d'accord. Yves, ok. Julien. Charles. Stéphanie. Chloé. Olivier. Déjà, merci beaucoup à vous 6 d'être venus. Alors, j'aurais 4 questions à vous poser. Lorsqu'un patient a une douleur, qu'est-ce qu'il sent? Comment est-ce qu'il réagit? Qu'est-ce qu'il ressent? Et qu'est-ce qu'il pense? Tout un programme. Il ressent une gêne et un inconfort. Il ressent une gêne et un inconfort. Donc le patient, il se dit, c'est inconfortable? Alors, pas forcément, mais il y a des... Je ne sais pas s'ils sont mangés. Pas forcément, il va y avoir des positions, par exemple, antalgiques. Donc, c'est comme ça que je parle de l'inconfort. Des positions qui vont essayer, justement, de diminuer l'inconfort, où ça va être visuel, où il va l'exprimer, s'il n'est pas communicant, par des cris, des grimaces, des choses comme ça. Donc il y aura des cris, il y aura des grimaces, donc il y aura une expression de la douleur, c'est ça? Comment est-ce qu'on voit que quelqu'un a mal aussi? Quels sont les signes? Ça peut être aussi physique, la sueur, une tachycardie. La sueur, la tachycardie, donc il y a des manifestations physiques de la douleur. Comment est-ce qu'on voit qu'un enfant a mal? Il pleure. On les adultes aussi, hein. C'est vrai que chez les enfants, ça se voit plus.
Ouais, super. Et qu'est-ce que la personne, elle vous décrit comme douleur? Quelqu'un qui fait un infarctus, par exemple. Qu'est-ce qu'il va vous décrire? Une oppression. Une oppression. Sur les douleurs chroniques, on peut avoir des effets de pulsation, des choses comme ça. Pulsation, des charges électriques. Une sensation d'avoir un poignard dans le dos parfois, des choses un peu violentes. Ouais, un coup de poignard. Ok. Et la personne, qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là? Une souffrance, de l'anxiété. Et pourquoi elle est anxieuse? Donc Olivier, vous dites donc elle ne sait pas ce qu'elle a. Elle se pose la question. J'ai une douleur qui est très intense, donc c'est peut-être très grave. C'est ça? Donc c'est sûrement grave. Qu'est-ce que j'ai? Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qu'elle se pose d'autre comme question? Comment est-ce que je peux me soulager? On a aussi des fois des patients qui vont dire « mais pourquoi moi? C'est pas normal, j'ai pas mérité ça. » Parce que dans la vie, il y a des gens qui mériteraient. On est d'accord? C'est ironique, bien sûr. Pourquoi moi? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle ressent, la personne? On m'a dit qu'elle avait de l'anxiété. Qu'est-ce qu'elle peut avoir d'autre? De la peur. C'est de la peur de quoi? La peur d'avoir mal. Que ça s'arrête pas. Ouais. Ça empire. J'ai peur que ça s'empire. Super. Ça peut être quoi les autres émotions? Ça m'empêche de faire les choses. C'est pas normal, c'est pas admissible. Donc la personne, elle est comment à ce moment-là? En colère. Elle est en colère. Ouais. C'est un principe de niveau, ça peut aussi une blessure, une incapacité, une peur de pouvoir faire ce qu'il fait. C'est super intéressant là parce qu'on est en train de parler du contexte de la douleur. C'est-à-dire que la douleur, en fait, elle existe toujours dans un contexte. C'est le soma et le séma. Le soma, c'est le corps, et puis le séma, c'est ce que je mets. Et effectivement, cette douleur, elle est dans un contexte. Et effectivement, si je suis sportif et que là, je viens de me faire une foulure de la cheville et que du coup, je peux faire ma compétition, ça va être extrêmement gênant. Donc effectivement, il y a tout le contexte qui est autour, qui du coup va effectivement moduler ma douleur. C'est ça? Ouais, super. Alors du coup, là, je suis en train de dessiner ce qu'on appelle les 4 pièces, les 4 composantes de la douleur. Si là, vous deviez les nommer, comment est-ce que vous les appelleriez? Celle-là, par exemple, ce serait quoi? Le ressenti, donc ce serait quoi le ressenti? Si on devait dire la composante physique, nociceptive, c'est quoi en fait ça? Les symptômes. Descriptive. Est-ce que si je vous dis sensorielle, ça vous parle? Ouais. Donc ça, ce serait la composante sensorielle, c'est ce que je sens à l'intérieur, c'est ce que je peux décrire. Et je vous propose de l'illustrer avec un picto. Donc là, pour illustrer la composante sensorielle. Celle-là, vous l'appelleriez comment? Clinique. Alors là, c'est les cris, les grimaces, les sueurs, la tachycardie, les pleurs. Les symptômes. Réactionnels. C'est ce qu'on observe. Ce serait la composante. Si je vous dis comportemental, physique, ouais. Ça marche, comportemental? Donc là, je vous propose ce picto-là pour le symboliser. Ce serait quoi, ça? Émotionnel. La composante émotionnelle, tout à fait. Hier, je parlais avec des personnes qui me disaient il y a la douleur physique, il y a la douleur psychique, il y a la douleur psychologique. À l'heure actuelle, c'est des termes qu'on n'utilise plus trop.
ces termes qui sont en train de disparaître. L'idée, c'est vraiment de pouvoir parler de la composante émotionnelle de la douleur. Et du coup, on arrête de faire une dichotomie en fait, entre la tête et le corps, qui a pu être très intéressante à une époque, parce que du coup, elle a permis effectivement de s'occuper des organes. Ça, c'est un gros héritage de Descartes, donc qui a été très très bien. À l'époque où effectivement l'État, du coup au niveau médical, on a voulu pouvoir s'occuper du corps. C'était très intéressant de pouvoir donner l'esprit à la religion et puis le corps à la science. Donc là, effectivement, c'était très intéressant de pouvoir parler de douleurs psychologiques, de douleurs physiques. Ça permet du coup de faire beaucoup avancer les choses. Sauf qu'à l'heure actuelle, du coup, on se retrouve dans une dichotomie où en fait, on parle aux patients de leur tête et de leur corps, comme si c'était deux choses séparées. Or, je pense que vous allez tous me rejoindre, on est vraiment un tout, quoi. Et le patient, on l'aborde dans sa globalité. C'est-à-dire que si une personne a une douleur au genou, si on s'occupe juste de son genou, et effectivement qu'on ne prend pas en compte le fait qu'il y a une compétition sportive, le fait de ce qu'il y a autour, le fait des inquiétudes, ça ne marche pas. On pourrait prendre l'exemple, par exemple, d'une personne qui a mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac, ça m'inquiète, je ne sais pas ce qui se passe. Il se trouve que ma tante, elle a eu un cancer de l'estomac et ça a commencé par des douleurs. Donc bien sûr, les douleurs, du coup, elles vont être modulées par l'émotion qui va être avec. Et effectivement, par les pensées aussi qui vont en découler. Donc là, je vous propose d'appeler celle-là, donc la composante émotionnelle, avec ce picto-là. Et alors celle-là, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Donc pourquoi moi? C'est sûrement grave, c'est inconfortable. Qu'est-ce que j'ai? Combien de temps? Est-ce que je vais pouvoir me soulager? Ce serait quoi ça? Psychique, ouais. Comment est-ce qu'on pourrait dire aussi? Mental, ouais. On pourrait dire la composante cognitive. Donc ça, c'est toutes les pensées. J'ai une patiente une fois qui m'a dit, en fait, ça c'est tous les points d'interrogation. J'ai dit, ouais, ça marche bien. C'est toutes les questions que je me pose. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive maintenant? Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Mais c'est pas juste ce qui se passe. Donc ça, c'est la composante cognitive. Super. En fait, l'idée d'avoir cette image avec les 4 puzzles, c'est vraiment de se dire qu'à chaque fois qu'on a une douleur, on a toujours les 4 composantes. Et vous savez, à l'heure actuelle, lorsqu'on évalue une douleur, on parle beaucoup du tilt. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un anagramme que vous connaissez? Le tilt. En fait, l'idée, c'est que lorsque vous évaluez une douleur, on va évaluer du coup le type de douleur. Est-ce que c'est neuropathique, par excès de nociception? Est-ce que c'est nociplastique? Donc le type de douleur, donc par la description. Il y aura l'intensité. Donc là, on va utiliser une échelle de douleur qui va être validée. Donc par exemple, l'EN, sur une échelle de 0 à 10, 0 pas de douleur, 10 douleur maximale imaginable. Il y aura la localisation, donc où est-ce que vous avez mal. Et puis dernièrement, la temporalité, depuis combien de temps est-ce que vous avez mal. Et lorsqu'on s'occupe du tilt, en fait, on s'occupe du sensoriel. On n'évalue pas le reste. Et le risque qu'on a à s'occuper uniquement du coup, de la composante sensorielle, c'est de passer à côté des 3 quarts de la douleur. Parce qu'une personne, du coup, est toujours empreinte. Du coup, il y a toujours une réaction comportementale. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre douleur à l'estomac, parce que vous avez mal, du coup, vous allez vous recroqueviller, donc vous allez moins bouger, donc vous aurez potentiellement du coup, une perte musculaire, enfin tout ce qui va en suivre. Au niveau émotionnel, vous aurez très peur. Et au niveau de vos pensées, vous allez vous dire, là, c'est de plus en plus grave, il va se passer quelque chose. Et du coup, la douleur va s'intensifier. Là, je vous proposais une... alors, vous n'avez pas le diapo. Est-ce qu'on peut mettre le diapo? Bon, c'est pas grave. C'était la même chose que ça, mais en plus joli. Voilà. Donc là, je vous ai mis l'exemple... Là, c'était un exemple du coup de ce qu'on a pu faire avec un groupe en ETP, donc avec Benoît, avec nos derniers patients. Et du coup, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Alors là, j'ai limité le cognitif, parce que souvent, cette case-là, elle est énorme. Mais ça faisait trop petit si j'écrivais tout. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que les patients, en fait, ce qui les tracasse le plus, ce sont les pensées. Vous savez, toutes ces personnes qui vous disent, en fait, les pensées, elles ne s'arrêtent jamais. Et la nuit, ce qui me réveille, c'est les pensées. Et en fait, moi, c'est ça qui me tracasse. Et le fait de pouvoir exprimer le tracas qu'on a, du coup, ça permet aussi du coup, de pouvoir nommer l'émotion qui est vivante, l'émotion qu'on a en nous, permet de pouvoir la faire passer. Donc là, je vous avais mis une affiche du tilt que nous avons réalisée au CHU de Rennes dans le cadre d'une semaine qualité sur la douleur.
Et du coup, nous avons ces affiches-là qui sont mises dans tous les services de soins. Et là, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais moi, j'ai un badge, du coup, qui est le badge Tilt. Et c'est comme ça aussi qu'on reconnaît les référents douleurs des unités. Alors, l'autre question que je voudrais vous poser, c'est quelles sont les stratégies antalgiques que vous connaissez? Alors, médicamenteuses et non médicamenteuses. Ouais. Alors, il y aurait quoi comme non médicamenteux? Donc, il y a le froid, il y a la position, il y a l'hypnose, le TENS, la contre-stimulation, tout à fait, l'écoute, le toucher, la relation, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors le risque quand on parle de médecine parallèle, c'est que deux parallèles ne se touchent jamais. Tout à fait. Et ben voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup moins de médecine parallèle, parce que du coup l'idée c'est que les deux médecines ne vont jamais se rencontrer. Or à l'heure actuelle, lorsqu'on est dans une approche holistique de la personne, l'idée c'est vraiment d'accueillir la personne comme un tout, en prenant du coup en compte les 4 composantes. Donc je vous rejoins tout à fait. L'idée c'est plutôt de parler de médecine complémentaire et vraiment de parler de complémentarité du coup pour vraiment accueillir la personne dans un ensemble. Et alors, par exemple, si on prenait l'hypnose, ça joue sur quelle composante, l'hypnose? Alors, émotionnel, d'accord. Donc, ça fait quoi au niveau de l'émotion? Ça apaise. Du coup, après, ça va aller où? Ça va répercuter sur le cognitif, parce que je me dis quoi? J'ai plus peur, je suis apaisée, j'ai trouvé un outil qui me faisait du bien. Donc même quand ça va mal, je sais qu'en fait maintenant j'ai un nouvel outil pour aller mieux. Donc ça va avoir une répercussion ici. Après ça va aller jouer où? Sur la sensation, parce que du coup la sensation elle va être comment? Elle va être moins forte. Et après ça va se répercuter comment? Ouais. Alors si on en prenait un autre, lequel vous auriez envie de faire? Le médicament? Le médicament ça joue sur quoi? Alors le médicament c'est traître, hein. Parce que l'autre jour, j'ai fait avec des patients. Ben oui, bien sûr. Alors, le médicament, ça jouerait sur quoi? Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ce jeu-là, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est ça qui est formidable. Alors, ça commencerait par lequel, donc? Vous disiez? Sensoriel. Donc, en fait, j'ai une diminution de l'intensité de la douleur. Du coup, après, ça va aller où? Du coup, au niveau de l'émotion, c'est intéressant ce que vous dites là. J'ai moins peur, j'ai moins mal. Donc du coup, j'ai moins peur. Du coup, mon corps peut-être qu'il va se détendre, parce que du coup, je vais mieux bouger. Et du coup, dans ma tête, je me dis, disons que le médicament, ça m'a fait du bien, c'est bien efficace, j'ai un nouvel outil dans ma trousse à outils. Je vous dis que c'est pas évident le médicament, parce que l'autre jour, on l'a fait avec des patients, et puis du coup, on a pris le médicament. Et moi, je pensais que c'était me dire, ouais, le médicament, c'est bien, quoi. Voilà. Et en fait, ils m'ont dit, ah mais non, mais moi, c'est horrible. À chaque fois que maintenant qu'on me prescrit un nouveau médicament, je me dis, encore un truc qui n'a pas marché. On va me forcer à prendre ça, je vais avoir des effets indésirables, je vais avoir ci, je vais avoir ça, mais ça ne me fera pas de bien. Donc pour cette personne-là, quand elle a un médicament de prescrit, en fait, les pensées, elles ne sont pas du tout positives, quoi. Au contraire, elles sont très négatives. Les émotions le sont aussi. Du coup, au niveau sensoriel, donc c'est à double tranchant. Donc voilà. Super. Donc là, je vous proposais un pêle-mêle sur le diapo, si c'est possible de remettre. Un pêle-mêle de stratégies antalgiques, du coup, avec ce que vous nous avez cité, hein, avec notamment toutes les stratégies qui sont validées et du coup qui sont complémentaires, et du coup, c'est non exhaustif, hein, bien sûr, du coup, qui peut être proposé aux patients, et dont l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est aussi... L'éducation thérapeutique, la démarche que nous on a dans le programme, c'est vraiment du coup de pouvoir avoir une meilleure compréhension de la maladie, une meilleure compréhension des mécanismes, une meilleure compréhension des stratégies antalgiques pour pouvoir vraiment se faire sa boîte à outils. Et du coup, l'idée c'est de pouvoir du coup avoir une meilleure adhésion au traitement et ensuite du coup améliorer la qualité de vie. Donc là, vous retrouvez l'image des 4 composantes et du coup des flèches, en fait, pour vraiment signaler que tout est complémentaire et c'est vraiment un travail qui se fait sur toutes les composantes.
Et pour finir, je vous ai mis cette belle image de Saint-Malo, avec cette phrase que j'aime beaucoup. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Moi, je voudrais vraiment saluer le travail qui est fait du coup au niveau interdisciplinaire et le travail en collaboration. Là, je vous ai donné quelques exemples, mais je crois qu'au niveau de la formation, le fait d'avoir des pharmaciens qui interviennent en binôme avec des soignants, le travail qui peut être fait avec les patients partenaires, toutes ces démarches vraiment pour accompagner au mieux les patients, en prenant en compte ces 4 composantes, sont vraiment des éléments qui sont extrêmement pertinents et on a des très très bons retours, nous, par les patients et les soignants. Voilà, et ben, je vous remercie beaucoup. Merci à nos 6 volontaires, merci à tout le monde.